La Côte d'Ivoire, capitale de la terre, depuis ce lundi, le monde entier à la recherche de solutions au pays de la paix. Et cela durant 10 jours pour sauver la terre contre la désertification. Mais une bonne nouvelle, entre une autre, la Côte d'Ivoire enfin un stade homologué. Yamoussoukro, capitale politique, devient dès ce jour la nouvelle capitale du football ivoirien. Fini ce stade un peu vieux quand même, ce stade municipal dépassé, étant décrié par les entraîneurs et joueurs. Merci d'ailleurs pour le service rendu. Et disons à quoi bas au stade Flambant Neuf, le stade de 20 000 places. Désormais homologué par la Confédération africaine de football. Très bonne nouvelle. Et cela est bien rassurant avant 2023. Une très bonne nouvelle. Vérité des sports, version actualité. C'est ici maintenant. Salut tout le monde. Bon début de semaine et bienvenue. Et qu'est-ce qu'il y a au menu de ce VDS de ce jour? Le stade de Yamoussoukro homologué par la Confédération africaine de football en attendant le nom du prochain sélectionneur. Une certitude, le prochain match des éléphants le 3 juin se jouera à Yamoussoukro face à la Zambie. Du football sur la pelouse de Ligue 1. 19e journée, l'ASEC coincé par l'Azida Benguro. Le Bafing de Touba fait fort, humilié d'ailleurs le CO Congo 5-0. Et puis du Maracana, la première Coupe du Monde à Abidjan. Le ministre des Sports confirme. Et puis 33e rallye de Gagnois, Gary Chen, à nouveau roi du Go. VDS de ce jour, micro-présentation Brice Kwasi, la collaboration d'Ado Eric, technique c'est l'affaire de Oka Honoré, et puis ils sont bien présents tous deux. On retrouve avec beaucoup de plaisir. Auria, bonsoir. Bonsoir Brice. Bonsoir Mourou Bané. Bonsoir Brice Kwasi. Bon début de semaine. Merci. Et bienvenue. Débutons avec de la randonnée PDS, la Fédération ivoirienne des randonnées PDS et du bien-être pour tous, dirigée par Dame Essan Marie-Laure, a organisé le samedi 14 mai prochain la première édition de la Randifit en collaboration avec 3 autres fédérations sportives. Cette activité de Randifit prévue au stade Robert Champroux de Macquarie vise à permettre aux personnes handicapées ou en situation de handicap de pratiquer du sport. Pourquoi cette activité est ouverte à d'autres fédérations? Les explications de la présidente, la patronne de la FIRAP, Dame Essan Marie-Laure. Notre fédération est transversale et notre fédération a une spécialité, c'est la fédération de sport pour tous. Entendez par sport pour tous, la fédération de monsieur tout le monde. Et on ne pouvait pas faire cette activité sans partager cette idée avec notre maison. Donc j'ai pu approcher 4 fédérations, à savoir la fédération des sports pour malvoyants et des aveugles, la Fédération des spéciales olympiques, la Fédération des paralympiques, la Fédération des sourds, et ces présidents ont bien voulu s'associer avec nous, avec leurs athlètes, pour pouvoir faire une compétition de randonnée d'endurance pour ceux qui peuvent faire la compétition et le fitness pour ceux qui ne pouvaient pas faire la compétition. Et Marie-Laure, présidente de la FIRAP également, qui revient sur cette activité de Randifit dédiée aux personnes en situation d'handicap. On a pu trouver un déroulé qui sera approprié à ces personnes en situation de handicap. Ça permettra à ces personnes, une fois arrivées à la maison, de pouvoir se mettre à la pratique du sport. L'objectif, c'est de permettre à ces personnes-là de se mettre à la pratique du sport. On a fait une étude approfondie sur ces personnes. On a pu, avec leur président et leur responsable technique, étudier exactement quelle distance ces personnes peuvent parcourir. On a pu étudier aussi jusqu'à quel temps les personnes peuvent tenir en termes de fitness, et aussi on a pu étudier de façon spécifique les différentes fédérations. Donc chaque fédération de façon spécifique aura un déroulé en fonction de son handicap. Et c'est la première fois en Côte d'Ivoire, la première fois je dirais en Afrique, que la compétition de randonnée d'endurance des personnes en situation de handicap sera faite. Et puis notons qu'il est prévu un giga meeting ouvert à tous à partir de 7h le samedi 14 mai avant l'activité de Randifit. Sous le coup de 9h, on dira une 60aine d'athlètes handicapés ou en situation de handicap sont attendus. Et Marie-Laure appelle à la mobilisation avant ce grand rendez-vous du 14 mai, c'est-à-dire le week-end à venir. Notre politique, c'est de permettre à ce que toute la population ivoirienne s'adonne à la pratique du sport. Les gens qui ne pensaient pas que les personnes en situation de handicap, les personnes qui sont victimes des maladies métaboliques pouvaient s'adonner à cette pratique, ils viendront au Champroux et ils verront que toute la population ivoirienne peut faire cette pratique. Je voudrais dire à toute la population ivoirienne, tous les amoureux du sport, la Randifit n'est pas seulement pour des personnes en situation de handicap, c'est pour toute la population ivoirienne. Donc,
j'attends toute la population de la Côte d'Ivoire, pour précisément ceux d'Abidjan ou ceux qui viennent d'arriver à Abidjan, de venir au Champrou pour qu'on puisse partager ce moment avec nos frères qui sont en situation de handicap. Et puis du rallye, 33e rallye de Gagnoa, Gary Shane sur la plus haute marche du podium. C'était hier au thème de l'épreuve longue de 212 km. Le pilote du rallye club de Gagnoa s'est imposé avec un temps de 1 heure, 1 minute 12 secondes. Gary Shane conserve ainsi donc sa couronne, lui qui connaît bien ce rallye de Gagnoa. C'est un autre sacre après le sac de 2021. Il exprime ici sa satisfaction au micro de Fernand Kouakou. On a passé un bon moment, fait le spectacle comme prévu pour tous les enfants et toute la population qui était là. Merci à tous les spectateurs et tous les fans qui se sont déplacés pour nous regarder sur les pistes. Merci à vous en tout cas. Les Maulois, on retrouve le rallye quand même de Gagnoa, ça fait 2 ou 3 années. 2000, c'est vrai qu'il y a eu quelques soucis en raison de la pandémie, mais là, retrouver ce rallye de Gagnoa, on sait que c'était un rallye très populaire. Oui, je crois après le Bandama, c'est le rallye de Gagnoa qui tient la dragée. Et retrouver ce rallye, c'est déjà une très très bonne chose pour les populations du Go, comme on le dit. Des populations qui avaient besoin vraiment du vrombissement des automobiles. Et je crois que faire repartir ce rallye-là, c'est déjà une bonne chose. Il y aura de grands coureurs. Vous avez parlé de Gary Shane. Il y a d'autres coureurs qui sont là et qui vont donner de la joie aux différentes populations. Mais nous osons espérer que ceux qui vont aller, les spectateurs, vont se mettre dans les distances normales afin qu'on ne puisse pas déplorer de victimes tout le long du parcours. Le copilote de Gary Shane, c'est son copilote Romain Gomas. Lui également pense déjà à la saison à venir. Ça y est, c'est fini. On se sent heureux, on gagne à nouveau ce rallye, donc on est très très satisfait. Ça nous permet au championnat de revenir un peu et puis de mettre la pression aux autres. Donc faut qu'on continue comme ça, faut pas qu'on lâche. La saison est encore longue, donc on va tout faire pour arriver au bout et avoir ce titre de champion. On n'a pas voulu prendre de risques ou quoi que ce soit, donc c'est ce qui s'est passé. Je crois qu'on a même augmenté l'avance, donc c'est excellent. Et puis l'équipage Massima Bondio, Hugo Borges sur Mitsubishi Mirage est arrivé en deuxième position en 1h21 minutes, soit 20 minutes de retard sur le vainqueur. Un résultat qui a fait en rien le moral d'ailleurs de l'équipage. On va écouter le patron de l'équipage, c'est Massima Bondio. On était venu pour prendre des points dans l'optique du championnat, parce qu'on est en tête du championnat, on voulait conserver la tête du championnat. C'était un rallye très cassant, on a eu beaucoup de soucis depuis la première boucle. On a réussi à ramener la voiture, mais au prix d'efforts vraiment colossaux. Nos mécanos ont vraiment bossé, on doit leur tirer le chapeau. C'est très bien, la deuxième place nous donne des points. On va garder la tête du championnat, c'est l'objectif. Voilà. En deux roues motrices, Alexandre Babary conserve sa place de leader avec un temps d'1 heure 17 minutes 29 secondes. Le pilote raconte ici sa victoire sur les deux roues motrices. Content parce que on a eu des petits soucis quand même ce week-end. Hier, on a un problème de casque, mon micro marchait pas donc je pouvais pas communiquer avec Nico. Puis là, on a cassé le support de la boîte, ce qui fait que la dernière spéciale de l'étape précédente, on a fini en 4ème quoi. Voilà, on est mis en 4 et puis on a fini comme ça. Donc là, les gars, ils ont bien réparé. Merci, félicitations à Basile et à Yuba. Là, ils m'ont fait encore un boulot magnifique là sur la bagnole. Donc maintenant, super quoi. Après, content, on a fini, on prend des points, très bien pour le championnat. J'espère qu'on pourra prendre le maximum de points. Toujours au niveau des deux roues motrices, Claude Maquet, un ancien de Gagnoa d'ailleurs, se classe deuxième derrière Alexandre Babary. Il est heureux quand même d'avoir terminé cette compétition majeure. Oui, bien sûr, beaucoup de satisfaction. Oui. C'était super, super rallye. Bon, il y avait un peu de moto, un peu de mobilette sur la route. Bon, après, c'est pas évident de canaliser tout ça. Donc bon, après on a les yeux, on regarde, on voit. Mais sinon, super rallye. Franchement, super rallye. Claude Maquet donc terminant deuxième au niveau des deux roues motrices fin du 33e rallye de Gagnoa. Et puis de l'athlétisme Abidjan et la finale des championnats au niveau des jeunes U14 et U16 et la domination du club de San Pedro chez les moins de 16 ans. EAC de San Pedro, l'âge vainqueur 709 points contre 659 pour le NAC de Dimbokro. Troisième l'équipe de Dalois, 572 points au niveau des moins de 14 ans. Domination de l'EAC de San Pedro encore une nouvelle fois, 489 points. Deuxième le NAC de Dimbokro, 457 points. Là ça a été un peu plus serré. Et troisième Gasroup d'Abidjan avec 431 points. Oria, on sait que vous aimez bien cette discipline. Le tennis est en train peut-être de changer de patron au niveau mondial. La nouvelle star du tennis est encore un Espagnol, surtout depuis ce week-end, Carlos Alcaraz, qui a fait fort
éliminé Rafael Nadal, je dirais en quart de finale, tombé Djokovic en demi-finale et terrassé en finale le numéro 3 mondial Zverev en 2-7, 6-3, 6-1 en 1 heure et 2 minutes. Il remporte son deuxième grand trophée avec ce Master de 1000 de Madrid. Vraiment, c'est la sensation de cette semaine. Oui, c'est la sensation. Alcaraz, un jeune espagnol qui ne se met même pas dans la même lignée que son illustre aîné qui n'est autre que Rafael Nadal. On le voit filiforme, grand. Il a des allures, je dirais, de Djokovic. Djokovic, tellement, hein, ouais. Voilà, et ce jeune garçon est en train d'exploser les compteurs, assez précoce à l'image de Rafael Nadal. Je pense que le tennis mondial et le tennis espagnol nous permet d'avoir sûrement l'un des leaders de cette discipline dans les années à venir. On n'attend plus que le début de la quinzaine parisienne à Roland-Garros pour la grande confirmation de ce garçon déjà sur terre battue, qui est une spécialité espagnole, mais ce qu'il a réalisé est déjà extraordinaire. Celui-là même qui, à l'issue de l'Open de Madrid, va terminer 6e au classement mondial ATP. C'est un garçon qui est sorti... À 19 ans tout de même. À 19 ans, on ne dira pas qu'il est sorti du néant, parce que dans les classes de jeunes, il a montré de quoi est-ce qu'il était capable, mais c'est un garçon qui, au niveau senior, est en train de griller les étapes, est en train de confirmer. Il y a eu d'autres jeunes qui avait réussi par un coup à battre ces ténors du tennis mondial, mais lui, ce qu'il a réalisé là, ça rappelle un peu le parcours du Real Madrid dans la Ligue des Champions cette année. On comprend, tout ça c'est Madrid. Hein? Oui, mais regardez quand même, faire sortir Nadal, faire sortir Djokovic, battre Zverev en finale, mais je pense qu'il n'y a pas mieux pour coter un garçon et faire de lui l'un des favoris de la prochaine quinzaine parisienne. Est-ce qu'on peut dire qu'on est en train de voir un peu la fin de ce qui nous a vraiment fait vibrer durant les 10 dernières années, Djoko et Nadal? Oui, ça peut être une passation de flambeau entre les diverses générations. C'est vrai, le premier duel de ces dernières années n'a même pas concerné Djokovic et Nadal. C'était plus Nadal qui venait titiller un ancien qui était autre que Roger Federer, Roger Federer également titillait certains anciens avant lui, comme les Pete Sampras et autres. Mais il y a eu Nadal qui est arrivé, qui a donné un magnifique duel face à Roger Federer. Ensuite, Federer, avec le poids de l'âge, même s'il est toujours dans le circuit, a eu de nombreuses blessures. Il a dû être tant soit peu, je dirais, mettre sa carrière entre parenthèses pour se soigner. Et ensuite, Djokovic a pris le relais, qui réussissait déjà à battre très souvent Federer et qui a réussi à battre sur les autres surfaces, surtout Rafael Nadal. Et là, on a Alcaraz qui sort et qui est en train de dire comme ça à tous ces anciens, écoutez, c'est peut-être l'heure pour vous de penser à aller à la retraite, parce que le travail que vous avez débuté, nous allons l'enchaîner. Voilà, mais quand même, l'enchaînement arrive très jeune. On pensait qu'on allait avoir affaire dans cette période à des jeunes de 24-25 ans, l'âge de la maturité au niveau du tennis, mais déjà à 19 ans réaliser de pareils coups. Alors là, je pense qu'on est en train de voir la naissance d'un phénomène au niveau du tennis mondial. On reviendra avec les impressions de Mourouk Bané, mais l'actualité également, c'est du volleyball avec la Coupe d'Afrique et des clubs champions en Tunisie. Mauvaise entame, hein. On l'a annoncé tout à l'heure pour le champion ivoirien chez les hommes. Les Kenyans de Port Authority ont fait chuter le représentant ivoirien l'INGS 3-7-0. Et nous sommes avec le président de la Fédération ivoirienne de volleyball, le président Wadia. Bonsoir, président. Vous suivez la rediffusion de Vérité des Sports. Bonsoir, président. Allô. Bonsoir, président. Oui. Bonsoir. Heureux de vous retrouver en direct sur Radio Côte d'Ivoire parler de cette compétition continentale, la Coupe d'Afrique des clubs champions. Vous nous confirmez la mauvaise entame de l'INGS. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour les étudiants de Côte d'Ivoire? Merci beaucoup. En fait, il faut dire ce qui n'a pas marché. L'équipe de l'INGS est tombée dans de faux calculs. Quand je dis de faux calculs, elles n'ont pas joué sur leur rythme. Elles ont joué sur le rythme de l'adversaire, qui a su piéger l'équipe de l'INGS en jouant des services difficiles, et ce qui a permis à l'équipe de l'INGS de ne pas pouvoir se retrouver dans son jeu habituel, où ils ont l'habitude de jouer au centre, à tel point qu'ils sont obligés de jouer sur les ailes, et sur les ailes, l'équipe adverse a mis en place un bloc qui a vraiment déstabilisé l'équipe de l'INGS. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu le manque de considération, parce qu'on sait quand même que les Kenyans font partie des meilleurs sur le continent? Oui, mais il faut dire l'équipe de Kenya que nous avons vue aujourd'hui, cette équipe-là a peigné devant l'équipe d'Éthiopie pour gagner l'Éthiopie 3-7 à 2 hier. Donc, quand on a regardé ce match-là, moi je dis à l'encadrement technique de l'INGS de faire très attention, parce qu'ils vont beaucoup observer l'équipe de l'INGS. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont regardé, ils se sont rendus compte qu'on avait des problèmes en défense pour la réception.
On avait un seul libéro. Ils ont pratiquement joué pour écœurer le libéro qui n'arrivait pas à faire monter ses balles. Et là, quand les balles n'arrivent pas au passeur, il ne fait que jouer sur les ailes en cherchant l'assurance. Mais c'est là que le Kenya a mis son bloc en place, ce qui nous a déstabilisé un peu. Sinon, je pense que s'ils jouaient dans leur rythme, en jouant les balles au centre, avec des athlètes comme Olivier ou Pena et Paten, on aurait sorti notre épingle du jeu. Parce que quand vous regardez les différents sets, ils ont perdu 25-15, 25-17, 25-17. Mais les deux derniers sets, l'équipe de Liège a mené jusqu'à 17. Ils n'ont pas pu bouger. Ça veut dire que ils n'ont pas trouvé la solution. Et je pense que l'encadrement technique aurait dû faire des changements pour permettre à ce que les athlètes puissent sortir, qui allaient sortir, ils allaient mieux voir pour avoir notre visage. Mais je pense que ce n'est pas perdu. Ah justement, est-ce que c'est la même match à l'équipe de Liège? Ok, allez-y. Pour pouvoir aller en quart de finale. Et ces deux matchs, ça sera quoi? Ça sera face à l'Éthiopie, n'est-ce pas? Ça sera quoi? Un match contre l'Éthiopie. Et puis l'autre match, ça sera contre... le Congo, l'équipe du Congo, je crois. L'équipe du Congo, je crois, président. Le Congo. Le Congo. Est-ce qu'il y a des... Demain, nous jouons contre l'Éthiopie. Et le 12, nous jouons contre le Congo. Est-ce qu'il y a des motifs d'espoir au vu du jeu déployé par les jeunes étudiants de l'INJS? Oui, on a de l'espoir. Je pense que s'ils ne tombent pas dans l'euphorie et qu'ils jouent sur leurs propres valeurs, ils pourront passer ces deux matchs-là. Allez, président, avant de vous laisser, au niveau des dames également, c'est à quand le début de nos championnes? Oui, les dames rentrent en lice à partir du 19. Elles doivent quitter Abidjan le 19 pour être en Tunisie, pour commencer pratiquement le 21 leur compétition et finir le 1er juin. Allez, président Wadia, votre mot au public ivoirien, à ceux qui nous suivent et qui attendent des résultats de ce club ivoirien. Pour terminer. Je n'ai pas saisi. J'ai dit votre mot de fin à ce public-là qui attend des résultats de ce club ivoirien qui nous représente à cette Coupe d'Afrique des clubs champions en Tunisie. Oui, il faut dire que je pense que nous aurons de bons résultats avec l'INJS et l'équipe de la FEC. Parce que nous nous sommes préparés et comme je l'ai dit, c'est sur des détails que l'équipe de l'INJS aujourd'hui a perdu son match. Et je pense que si c'est ressaisi, ils pourront aller loin. Et je pense que l'équipe de la FEC qui est en préparation encore pourra venir tirer son épingle du jeu au cours de cette compétition-là. Allez, merci, président Wadia, depuis la Tunisie. Je rappelle, c'est la Coupe d'Afrique des clubs champions. On a dit mauvaise entame pour le champion ivoirien chez les hommes, l'INJS qui a chuté. D'ailleurs, aujourd'hui même face au Kenya du Port Authority, score 3-7-0. Prochain rendez-vous, il nous l'a dit. Demain, mercredi, face au champion éthiopien et puis le lendemain face au Congo. Merci et puis on aura le temps de revenir dessus. Merci et on souhaite bonne chance à l'INJS et à la SEC. Merci à vous. Merci bien. Vérité des sports. On va parler de Maracana avec la Côte d'Ivoire qui se positionne pour abriter la première Coupe du Monde de la discipline en septembre 2024. Morou Ouria, le ministre des Sports, a donné son accord à Bleu Louan Chalmagne, premier responsable du Maracana ivoirien et mondial. Une décision qui devait être confirmée en conseil de ministres très bientôt. Écoutons à cet effet le président du Maracana national et mondial, Bleu Louan Chalmagne. Le premier calendrier nous conduisait au Canada en septembre 2020. Malheureusement, pour des raisons que vous savez, le Canada ayant été un des pays frappés par la Covid-19, avait fermé ses frontières et donc il en est découlé le report, sinon l'annulation pure et simple de cette compétition jusqu'à ce jour. Et comme il a plu aux délégués de l'Assemblée générale de porter leur choix à notre initiative sur la Côte d'Ivoire, il était question d'ailleurs pour tous les délégués que la Côte d'Ivoire soit le premier pays à organiser la première édition de la Coupe du Monde, ainsi qu'elle l'a fait en 2012, au moment où personne n'y croyait, pour ce qui est donc de la Coupe d'Afrique des Nations, qui s'est déroulée avec succès à Yamoussoukro. L'étape du Canada ayant donc avorté, aujourd'hui nous nous trouvons en pole position, en première position pour cette organisation. Et c'est ce que nous sommes allés confier donc au premier responsable de ce département qui, avec beaucoup de fierté et de joie, a accepté donc d'en faire le relais en conseil de ministres pour que le Premier ministre, l'ensemble des membres du gouvernement et plus loin le président de la République puisse nous faire prendre les dispositions nécessaires qui douanent à la réussite de ce grand événement sportif qui pointe pour septembre 2024. Amadou Bané, bien sûr, le Maracana,
la Coupe du Monde. C'était annoncé du côté du Canada. Finalement, retour à la case départ en Côte d'Ivoire en 2024, précisément au mois de septembre. Oui, disons retour à la case départ. La Côte d'Ivoire est, disons, le bastion, c'est-à-dire c'est là où le Maracana a pris naissance. Et donc, si on n'a pas pu avoir l'adhésion de nos frères canadiens pour pouvoir jouer sur le terrain, il faut dire qu'eux aussi font beaucoup de gorge chaude. Il y a l'immigration qui y va et souvent ils refusent d'accorder les visas aux différents athlètes parce qu'ils se disent qu'en accordant les visas, souvent certains quand ils arrivent sur grand pays, on ne les retrouve plus. Et c'est de bonne guerre. Et donc cela ne m'étonne pas. Mais il faut sauver cette saison en septembre. Et raison pour laquelle le président bleu va organiser ce championnat ici. Je pense qu'à l'avenir, quand il aura une meilleure structuration du Maracana et même de l'organisation au niveau tant continental que mondial, c'est sûr et certain que de grands pays comme les États-Unis, comme le Canada, le Mexique et même pourquoi pas la France et l'Allemagne voudront quand même abriter un championnat du monde à cet effet. Justement, Ori, est-ce qu'on ne doit pas dire c'est dans l'ordre normal des choses, hein? C'est un juste retour, je dirais, à la normalité concernant le Maracana. Vous savez, cette discipline particulière a été créée en Côte d'Ivoire, voilà, et a été vulgarisée par les Ivoiriens. Et c'est de la Côte d'Ivoire que cette discipline est partie pour s'imposer aujourd'hui dans tous les pays du monde. Donc, moi-même, ça me paraissait bizarre que pour la première édition de la Coupe du Monde, on puisse accorder un autre pays qu'à la Côte d'Ivoire de pouvoir le faire. Mais il fallait tenir compte également des réalités, notamment des réalités infrastructurelles. On sait qu'organiser une Coupe du Monde, c'est recevoir des délégations, de fortes délégations. Malheureusement pour le Maracana, qui est un sport qui se pratique dans sa, je dirais, dans sa manière optimale, dans une salle fermée, malheureusement, on n'avait que le parc des sports du Treichville. Et je dis on avait parce que, bon, après avoir eu à faire une interview avec le président Mahama, on s'est donné comme information qu'une nouvelle salle, à l'image de Dakar Arena et de Kigali Arena, devrait voir le jour du côté du hall des expositions à Aérocity et que même qu'elle est en construction. Donc, c'est dire que sûrement que d'ici 2024, on aura une salle multidimensionnel qui a même de pouvoir accueillir ce genre de grands événements. Donc je pense que c'est au vu de tous ces éléments sûrement que la Côte d'Ivoire s'est désignée pour organiser cette compétition. On sait qu'au Parc des Sports, on a 3 salles, 2 climatisées et le palais en lui-même qui normalement également devra refaire un lifting, pourquoi pas pour se mettre aux normes internationales. Et il y aura sûrement le hall des expositions du côté d'Aérocité. Mais je souhaiterais surtout qu'on puisse avoir au moins pour approcher cette discipline de ces adeptes de l'intérieur du pays, parce qu'on sait qu'il y en a énormément. Ah oui, beaucoup à l'intérieur du pays. On salue au passage le travail d'Abengourou, qui a fait quand même un terrain. Qu'on puisse avoir au moins une salle multisport du côté, pourquoi pas, de la capitale politique Yamoussoukro. C'est pour ça qu'on se posait la question avec la construction des stades pour la CAN. Oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas songer à faire des petites salles de Maracana autour pour donner notre animation? Voilà. Donc je pense que ce sont des choses sûrement qui vont être faites. De toutes les façons, ce sera la nouvelle bataille maintenant pour le président Bleu Charlemagne, parvenir à convaincre les autorités ivoiriennes d'investir encore dans le sport, parce qu'il faut le dire, il faut le reconnaître, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est énormément en termes d'argent. Ce n'est pas que les stades, c'est vrai que les stades vont servir au sport, mais il y a des investissements qui sont faits tout autour, voilà, pour permettre au pays d'être dans une forme optimale pour accueillir le maximum de personnes. Mais pour cette compétition, pourquoi pas en profiter pour doter le pays également de salles multisports, notamment à l'intérieur du pays, pour qu'à la longue, après le Maracana, le mondial du Maracana puisse accueillir, pourquoi pas, une phase finale, je dis comme ça, d'un mondial junior même de basketball, ou au moins d'un mondial de hand. On en a les capacités, on aura les capacités d'ici 2024, il faut y songer. Allez, Moro, c'est clair, hein? Au-delà du football, on peut faire à côté des salles de Maracana. Effectivement, au-delà du football, des salles peuvent être construites à côté de ces... Parce que là, c'est en 2024. On a 2023 la CAN, mais 2024 la Coupe du Monde de Maracana. Il faut dire que ça n'a pas été prévu. Ça n'a pas été prévu, donc il faut trouver d'autres espaces
pour pouvoir construire des salles. À Ebimpe, il y a de l'espace. Il y a de l'espace, c'est du Maracana. À Boaké, on peut avoir de l'espace. C'est maintenant au Maracana de se mettre sous pression parce que c'était pas aussi prévu qu'on ait la Coupe du Monde ici. Voilà, je pense que le seul endroit où peut-être on peut pas avoir de l'espace, c'est du côté du plateau, au stade avec le stade avec la plage. Ça serait intéressant d'avoir une salle ouverte en pleine plage quand même, pour donner un peu plus de sensations et surtout un attrait touristique. Effectivement, je pense qu'il ne faut pas, disons, confondre ces deux disciplines. Il faut pouvoir mettre le Maracana de côté, trouver des promoteurs qui vont construire des salles dédiées au Maracana. Sinon, si on y prend garde à des salles omnisports, tout simplement. Des salles omnisports où on peut faire peut-être du basket, du volleyball, du handball et puis aussi le Maracana. Et je pense des salles couvertes pour ne pas que en saison de pluie, les joueurs puissent être, disons, exposés, glisser, parce que souvent quand vous glissez sur le tartan et que vous prenez, vous n'avez pas beaucoup d'appui, vous tombez mal, ça peut faire beaucoup de dégâts au niveau de l'organisme. Donc des promoteurs peuvent aider à construire ces stades-là. Pourquoi pas les conseils régionaux, par exemple, pour booster ce sport-là dans toutes nos régions. Et pratiquement, les fonctionnaires qui sont dans les zones très très éloignées d'Abidjan se retrouvent autour du Maracana. Raison pour laquelle, Auriel a dit, vous avez cette discipline-là qui est beaucoup pratiquée à l'intérieur du pays. Allez, donc je rappelle que la Côte d'Ivoire donc abritera la Coupe du Monde, la première d'ailleurs, au mois de septembre précisément en 2024. On attend la confirmation avec le Conseil des ministres. Au plan national, les éliminatoires pour la phase finale du championnat national prévu les 4 et 5 juin prochains à Bengourou se poursuivent. Ce week-end, les formations d'union des Maracanais d'Adzopé de Maracana Club de Boisflé ont validé les tickets à l'issue des éliminatoires des poules N et M disputés respectivement à Adzopé et à Boisflé, ce qui porte le nombre d'équipes qualifiées à 18 sur les 24 places disponibles. À Bengourou s'apprête aussi à réussir l'une des meilleures organisations, on l'espère bien, à faire savoir le président Blelon Charlemagne. À Bengourou est en train de faire sa toilette. On est en contact avec la municipalité d'Abengourou. À Bengourou, la candidature d'Abengourou a été portée en personne par Amoakon Banga, le maire d'Abengourou et toute sa municipalité, ainsi également que les élus. Donc c'était formidable. Et Abengourou, je pense, est une destination de Maracana, puisque pour l'histoire, c'est d'Abengourou que la fédération ivoirienne de Maracana s'est dessinée et aujourd'hui ce projet est devenu une réalité. Donc nous devons à cette destination de la reconnaissance et nous pensons que ce sera une belle fête grâce surtout à la magnanimité du roi qui est nos patriarches d'honneur. Avec le responsable de compétition, certainement d'ici la fin de l'émission, on reviendra sur les derniers qualifiés de cette compétition de Maracana. Messieurs, du football à l'Inter, dans quelques secondes seulement, on parle du foot à l'Inter. Vérité des sports. Demi-finale des Coupes africaines en Ligue des Champions, le Petro Atlético d'Angola se fait très mal. Le Petro Atlético aurait battu à domicile par l'équipe du WAC de Casablanca, 3-1. C'est une très très bonne opération pour les Marocains. Oui, bonne opération pour les Marocains. On sait que contrairement au continent européen, en Afrique, les déplacements sont toujours très difficiles et ne pas réussir à prendre des points à domicile, c'est problématique, surtout face au club du Maghreb. Et cette formation du Petro avait la possibilité dans cette rencontre allée de pouvoir prendre un avantage sur son adversaire. Malheureusement, cette équipe s'est écroulée dans cette opposition et elle a perdu. Donc, ce sera très difficile à mon sens de voir cette formation du Petro renverser la vapeur au match retour. C'était une belle expérience à mon sens de leur part, même si dans le football, il ne faut jamais prétendre d'une issue d'une opposition avant le coup de sifflet final, mais il sera quand même assez difficile pour cette formation de Petro de revenir. Devant un grand public, puis l'autre demi-finale de cette Ligue des Champions, Mouroubané a vu la victoire du club le plus titré d'Afrique. Al Ahly d'Égypte n'a pas tremblé, 4-0 face à l'Entente Sétif d'Algérie. Oui, 4-0 face à l'Entente Sétif d'Algérie. Il faut dire que Al Ahly a fait fort, très fort. Ce club-là est entraîné, je crois, par le Sud-Africain Pitso, et qui a fait ses preuves. Et déjà 4-0, il sera très très difficile à cette équipe de Sétif de pouvoir revenir au score. Mais sait-on jamais, ce sont tous des équipes maghrébines elles se connaissent. Et j'avoue que Al Ahly, déjà 4-0, ce serait difficile
pour ce type de renverser la vapeur. Je pourrais dire que cela risque d'être une finale 100% maghrébine. Et cela montre aussi la vitalité. On va mettre finale à la Ligue Waka, comme voilà. Ce fut le temps, il y a quelques temps seulement. Ce qui montre la vitalité du football nord-africain. Allez, puis en Coupe de la Confédération, ils ont tremblé, ils ont eu peur, ils se sont fait peur d'ailleurs jusqu'à la dernière minute. Le tout-puissant Mazembe a finalement gagné 1-0 face à l'équipe de Berkane. Alors c'était une rencontre vraiment sensationnelle, rencontre que j'ai pu suivre dans les derniers instants, les ultimes instants. L'arbitre même s'apprêtait à porter le sifflet à la bouche et siffler la fin du match quand ce centre au cordeau, au cœur de la défense de la formation de l'ERS Berkane permettait au Corbeau de pouvoir inscrire ce but sur ce magnifique coup de tête. C'était la délivrance totale. On a vu Moïse Katumbi se tenir la tête des deux mains et la tribune officielle du stade du TP Mazembe en transe pratiquement. Berkane a tout fait pour pousser, mais on a senti les Marocains touchés dans leur chair. Voilà, ils ont failli même concéder un autre but dans ces ultimes instants. Il a fallu attendre les derniers moments de cette opposition pour permettre au TP Mazembe de s'imposer. Voilà, c'est ça qui fait le charme du football africain et c'est une équipe qui ne lâche jamais. Allez, avec comme Kofi Christian titulaire dans ce match, le tout puissant Mazembe dans les derniers instants, on l'avait dit, a gagné 1-0. Pas faute d'avoir essayé de marquer vite parce qu'ils ont eu de grosses occasions. Malheureusement, il y avait pour le tout puissant Mazembe un bon gardien de l'équipe de RS Berkane. Et puis Morou, l'autre demi-finale de cette Coupe de la Confédération, équipe bien connue par nous tous. Orlando Pirates d'Afrique du Sud a gagné face à l'Ali Tripoli 2-0. Bonne opération également. Oui, très très bonne opération. Orlando Pirates qui bat Al-Ali de Tripoli. Je dirais que cela ne nous étonne guère parce que les Tripolitains aujourd'hui, nous savons un peu la crise qu'ils vivent au niveau de leur territoire et donc ils arrivent difficilement à s'entraîner, mais ils sont arrivés quand même à un stade de la compétition où ils méritent respect, la demi-finale. Mais face à cette équipe d'Orlando Pirates qui nous a laissé beaucoup de mauvais souvenirs ici en Côte d'Ivoire, suivez un peu mon regard, et Orlando Pirates s'en sort à merveille. Et je pense que cette équipe sud-africaine aura son mot à dire lorsqu'elle va croiser l'autre équipe en finale de cette Coupe de la Confédération. Et puis, on va rapidement en Europe. L'équipe de Nantes qui sauve sa saison en remportant la Coupe de France face à Nice, 1-0. Elle fait mieux que sauver sa saison. Quand on sait que Nantes est passé par les barrages la saison passée, que Nantes d'Antoine Camboiré ne savait même pas de quoi est-ce qu'elle allait être fait cette saison, et voir Nantes actuellement être 9e du classement de la Ligue 1 française, excusez-moi, remporter un trophée aussi prestigieux que la Coupe de France, voir ces garçons-là exulter au Stade de France et recevoir un trophée des mains du président Emmanuel Macron, je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. Antoine Camboiré l'a dit, c'est une compétition qu'il a déjà remportée. Mais cela avait une saveur particulière pour le Kanak que de remporter avec Nantes, qui est son club de formation. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, club de cœur également, hein. Il a démontré, surtout moi je ne vois même pas le club de Nantes, je vois plus l'entraîneur qui a démontré, malgré, je dirais, le fait qu'il ne soit pas pris, à mon sens, qu'il ne soit pas reconnu à la hauteur de son talent, qui a démontré qu'il demeure parmi les très bons entraîneurs du côté de la France. On sait comment il était débarqué du Paris Saint-Germain, mais malgré cela, dans toutes les formations où il est passé, il a su imprimer son savoir-faire. Et on a retrouvé, à mon sens, le grand Camboiré qui avait fait des merveilles avec la formation des Valenciennes, où se trouvait certain Tiéné Akashiko en latéral gauche. Messieurs, rapidement avant la pub, est-ce qu'on peut dire City fait un grand pas? City qui a battu 5-0, humilié d'ailleurs Newcastle 5-0, et puis Tottenham qui a accroché Liverpool. L'écart se creuse, ils ont longtemps gardé les 1 point, finalement City a 3 points de Liverpool. Oui, un très grand pas. Un grand pas de City vers le sacre comme champion. Et surtout que City a été sorti de la Ligue européenne des champions. Ils ont là l'occasion, la nette occasion de pouvoir se racheter. Et ils ne vont pas cracher sur le morceau. Après avoir battu cette équipe 5-0, City se relance bien. Mais il y a aussi la faute de Liverpool qui n'a pas pu surmonter l'obstacle de Tottenham. Ils ont été accrochés 1-1, et ce qui permet à City de les dévancer de 2 ou 3 points. Et j'avoue que 3 points, c'est pas facile. En cette fin de championnat de la Premier League, ce sera difficile pour Liverpool. Mais Liverpool aussi aura l'occasion de prendre peut-être le trophée
européen, devant qui? Devant Madrid. Là aussi, j'avoue que c'est véritablement une montagne à déplacer. Juste l'aspect là, vous n'êtes pas d'accord avec Oria. City, hein, qui prend quand même une distance 3 points. Et je pense que c'est important en première ligue. C'est une très bonne chose pour les joueurs de Pep Guardiola, les hommes de Pep Guardiola, qui se devaient quand même de rebondir assez rapidement après la grosse déconvenue du Santiago Bernabéu. Donc il fallait pour les Citizens de montrer un autre visage. On a vu des garçons un peu timorés à l'entame de la rencontre. La première occasion franche était à l'actif des Magpies, la formation de Newcastle. Mais petit à petit, grâce à l'ouverture du score de Raheem Sterling, je dirais que le jeu s'est un tout petit peu débridé et les joueurs de City ont réussi à prendre le meilleur. Maintenant, du côté de Liverpool, moi je pense qu'ils sont tombés quand même sur un adversaire d'un certain niveau. C'était une répétition générale. Tout à l'heure, Morou Bani les voyait déjà le 28 mai, pourquoi pas brandir le trophée, mais il faut dire qu'il y a quand même une certaine similitude entre l'équipe de Tottenham et l'équipe du Real Madrid qui vont affronter, même si on en est un tout petit peu loin. Il faut noter que Antonio Conte est un pur produit de la Juventus de Turin et je dirais de la science italienne. Comme du côté du Real, ils ont un maître qui s'appelle Carlo Ancelotti. Ce sont des hommes qui savent faire jouer une équipe. Et donc je pense que, comme l'a si bien dit l'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, à la fin de cette rencontre, c'est un style de jeu qu'il déteste énormément parce que ça lui gêne énormément les formations qui jouent en contre-attaque et qui vous laissent la possession de balle. Mais il faudrait qu'il s'attende à cela lorsqu'il va rencontrer tous ses autres adversaires. Je pense que City déjà avait un tableau beaucoup plus favorable au vu de la qualité de ses adversaires. Et là, Liverpool ne s'est pas rendu la tâche aisée. À 3 points déjà, je vois mal City griller 2 jokers. Voilà, je vois City remporter ce championnat anglais. Vous suivez la rediffusion de Vérité des Sports. Vérité des Sports. Messieurs, on va parler de football, le plan local, avec notamment la 19e journée de cette Ligue 1. Boaké FC qui a battu la SO à 2-0. Belle opération pour la militaire. Le Sporting Club de Gagnois qui ne lâche pas pour la 2e place, Oria et Mourou. Le Sporting, la grosse bagarre, ça se jouera certainement entre le Sporting, Bafing derrière, et puis également l'équipe du FC San Pedro, 2-0, 1-0 face au Stella Club d'Adiamé. Oui, de toutes les façons, c'est un championnat qui est assez serré, sauf au niveau de la tête où la SEC Mimosa, à mon sens, va terminer championne de Côte d'Ivoire. Il ne faudrait pas tout simplement prendre cela pour de la suffisance, mais au vu du parcours des jaunes et noirs, je pense qu'il sera très difficile pour une formation de pouvoir les stopper. Maintenant, tout est ouvert au niveau des autres places et on a cette bataille à 3 qui est assez épique entre ces différentes formations que vous avez citées, le FC San Pedro, le Sporting Club de Gagnois, voilà, entre autres, et la formation de Bafing. Bafing qui est, à mon sens, la révélation de ce championnat-là, l'équipe du président Dosso Sinani qui est tenté de réaliser un parcours plus qu'honorable avec des joueurs et un encadrement technique qui fait montre de toute sa science. Pour l'instant, les choses se passent bien. Quand je dis les choses se passent bien, c'est que ces 3 leaders ont du mal à se lâcher, les écarts sont très resserrés et cela laisse quand même beaucoup de spectacles pour ce championnat. Le Stella, donc, le Bafing de Touba qui a eu trié le CO Korogo dans le derby du Nord, 5-0. Quelle démonstration pour les hommes de Touba. Oui, je dirais une très très belle démonstration pour les hommes de Touba. Il ne faut pas oublier que le Bafing de Touba est dirigé de manière, je dirais, éloignée par Sinani Dosso, qui est dans le nord-nord de la Côte d'Ivoire et qui se retrouve donc à coacher cette équipe-là. Et ce sont des joueurs qui sont très très dévoués. Ils appellent ça dans la langue locale les tchédés, c'est-à-dire les garçons. Et jouer contre le CO Korogo, c'était une manière pour eux de montrer ce qu'ils avaient, de rehausser leur niveau de jeu. N'oublions pas, quand on a vu le Bafing jouer contre la SEC d'Abidjan, on s'est dit ça c'est une équipe à prendre au sérieux. Et progressivement, cette équipe-là est en train de dérouler. Et comme Auriel a si bien dit, la place de leader, c'est déjà réservé à la SEC quand on voit le parcours de la SEC, mais la 2e, 3e place pour les autres places en Coupe africaine, je pense que c'est ça qui est devenu le challenge entre le Sporting, le FC San Pedro, le Bafing, pourquoi pas. En tout cas, la lutte est très très serrée et jusqu'à la dernière journée, c'est sûr et certain qu'il y aura des surprises au niveau de ces clubs qui sont à la traîne de la SEC d'Abidjan. Et puis on a eu également dimanche des matchs à FAD, Sol FC un but partout. Et l'Asie qui a assuré un nul face à la SEC Mimosa. La SEC pratiquement sûre d'être championne de Côte d'Ivoire. Oui, pratiquement, comme vous l'avez si bien dit, c'est une rencontre face à l'Asie d'Abengourou. Les jeunes noirs avaient décidé de laisser au repos
quand même Konaté Karim. Qui est rentré en deuxième mi-temps juste pour égaliser. Le buteur maison, et lorsqu'il est rentré dans une magnifique combinaison avec qui Aziz a montré toutes les traînées de son talent, c'est une rencontre qui s'est soldée sur la marque d'1-1. On a pu assister à un très beau spectacle, une belle prestation notamment du portier de la formation de l'Aziz Abengourou. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'on demande aux différents acteurs du football ivoirien, assez de dévotion pour permettre aux supporters qui effectuent les déplacements d'avoir suffisamment d'émotion. On a dit au classement, la SEC est largement en tête de ce classement avec 45 points devant le Sporting, 36 points, 35 pour le FC San Pedro, le Bafing à 33 points, le Racing à 28, la SO à 28 également, sur le FC à 21. Et au bas du tableau, l'Asie, Bassam est 11e, 18 points, pareil pour Asie, 18 points, Afad 15 points et le CO Korogo est désormais bon dernier avec 14 points. Et Sango nous a rejoint, on parlait de Maracana, on en parlait. À un mois, pratiquement jour pour la finale du côté en rappelant le score, très important pour beaucoup de supporters. Le Lys a gagné 2-1 face à Bassam. Ça, c'est une information. Allez, Sanogo, c'est quoi? On est à combien de qualifiés au niveau à un mois, jour pour jour de la finale, des phases finales du Maracana du côté d'Abengourou? Bonsoir. Bonsoir, Brice. Nous sommes aujourd'hui à 18 qualifiés, 9 à Abidjan, 9 à l'intérieur du pays. Et il nous reste à l'intérieur du pays 2 étapes que nous allons franchir le week-end prochain. Il s'agit de l'étape de Korogo et l'étape d'Anyama qui a été délocalisée au complexe de Jackson pour le samedi prochain. L'étape d'Anyama, oui, le samedi prochain. À l'intérieur, tout s'est bien passé. On sent que ça allait très vite quand même tout de même au niveau de ce championnat. Oui, ça allait vite parce que quand on s'est fixé des objectifs, il faut travailler pour les atteindre. Nous avons fixé une date qui est le 4 juin pour la phase finale à Abengourou, le 4 et 5 juin à Abengourou. Il faut jouer tout ce qui est phase éliminatoire pour être prêt ces jours-là avec l'ensemble des équipes, les 24 équipes qui doivent compétir. Est-ce qu'on a une idée des équipes déjà qualifiées? Vous l'avez dit 18? Oui, sur les 18 qualifiés, déjà on a dit qu'on avait 9 à Abidjan. Nous avons Banco 2 de Yopougon, Somassi de Yopougon, Famille Maracana Club et Birni de Port-Boué, MC Marcory, Oweri Maracana Club de Yopougon, Groupement Espoir Maracana Club de Yopougon, et les Amis du 16e de Yopougon, les Ports d'Engrais de Cocody et l'USMA de Yopougon au niveau d'Abidjan. À l'intérieur du pays, nous avons bien sûr la ville qui nous accueille qui est Abengourou avec le Massid. Nous avons Sumac de Borotoukoro, nous avons Renaissance Maracana Club de Gagnoa, le Ndjouami Maracana Club de Grand Laou, le GMAS de Guiglo qui est le champion en titre, le Bélier Maracana Club de Yamsokoro qui était champion en 2020 à Gagnoa. Nous avons le Maracana Club de Soubré, l'Union des Maracaniers de la Mai d'Adzopé et enfin le Maracana Club de Boisflé. Donc les 18 qualifiés qui sont connus à ce jour sont ceux-là. Justement, est-ce que vous avez des nouvelles d'Abengourou? On se dit fin prêt déjà là-bas, un mois de la compétition. Oui, Abengourou est fin prêt. Nous sommes en contact avec le comité local dirigé par le président de la Ligue, qui est le président Nguessan Dominique. Qu'on salue au passage, ouais. Voilà, que nous saluons bien sûr au passage, et qui fait du grand travail au niveau de la ville d'Abengourou et de la région de l'Est pour le développement du Maracana. Nous sommes à un mois, comme vous l'avez dit, et les choses avancent bien. Les choses avancent bien. Le week-end prochain, ça sera au Jesse Jackson, l'avait dit. Le week-end prochain, nous avons 2 étapes. Il y a l'étape de Korogo, au nord. Ah oui, il y a beaucoup de clubs d'ailleurs. Hein. C'est l'une des zones les plus dynamiques. Hein. Voilà, donc nous avons l'étape de Korogo et nous avons l'étape d'Anyama qui va être délocalisée au complexe de Jesse Jackson. À votre message à l'endroit de ces 2 zones-là, Abidjan et Korogo. Abidjan et Korogo, venons qu'on joue au Maracana dans la convivialité, la fraternité et l'amitié. C'est le Maracana qui gagne à travers nos valeurs qui nous sont chères. Allez, merci à vous d'être venu à la Radio Côte d'Ivoire. Vous étiez tout près au plateau. Vous avez décidé de venir juste au salut. On profite en même temps pour avoir des échos du Maracana. Je rappelle 18 qualifiés. Rendez-vous les 4-5 du côté d'Abengourou. Ça promet pour cette finale. Merci bien. C'est moi qui vous remercie. Allez, on va terminer avec notamment encore du football. On le sait, élu. Il y a depuis le 23 avril. Et Konaté Idriss ce matin revenu longuement sur cette élection et surtout pour dire les choses doivent avancer au niveau du football ivoirien. On écoute la chronique de Konaté Idriss. Les élections à la FIFA ont eu lieu et le verdict est tombé. Idriss Yassine Diallo, nouveau président du football ivoirien. Idriss Diallo a été choisi par les dirigeants des clubs et autres acteurs du football habilités à voter devant les 2 autres candidats, Sori Diabaté et Didier Drogba. C'est surtout cela que l'on peut retenir. Pour le reste,
On pourra épiloguer, faire des commentaires ou s'attarder sur certains détails qui gardent leur place, tout leur intérêt, dans un débat démocratique. Ici, le jeu était ouvert et le collège électoral s'est exprimé librement. Sur les notes techniques, Idriss Diallo l'a emporté de justesse avec 2 voix de différence, 63 contre 61 devant Sori Diabaté. Les 2 hommes avaient atteint ce stade du second tour après avoir passé le premier round où le 3e candidat, Didier Drouba, avait été recalé après avoir récolté seulement 21 voix sur 130. À ce niveau, Idriss Diallo était déjà en tête avec 59 voix. De cette élection, l'on a entendu beaucoup de choses. Elle a suscité autant de passion. Tout cela, sans nul doute, à cause de l'un des postulants, la mégastar et ancien capitaine de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. De son intention à la formulation de sa candidature jusqu'au scrutin, il a bénéficié d'une adhésion populaire. Le grand public et la majorité des sportifs qui gardent en mémoire les sensations qu'il a apportées, son engagement pour le rayonnement du pays à travers le football, son amour et son sens du devoir devant les couleurs nationales, ont vite fait d'épouser sa cause. Pour la grande majorité des Ivoiriens, il était l'homme de la situation. Pourquoi n'a-t-il pas réussi? Pourquoi le peuple voulait-il son élection alors que ses propres pairs et les principaux acteurs du football ivoirien lui ont dit niet? Que lui reproche-t-on? Va-t-il se réarmer pour revenir en force et être ce véritable sauveur du football, comme le pensent beaucoup d'Ivoiriens? Le temps nous suffira. Il a 4 ans devant lui pour se préparer et faire face à ceux qui lui reprochent de ne pas bien connaître le milieu du football au plan national et de ne l'avoir pas suffisamment côtoyé. Il n'y a pas de petite élection. L'on a l'habitude de l'entendre. Cette consultation à la FIF a polarisé tellement l'attention qu'elle a largement débordé le champ du simple football et celui du sport. Au fil du temps, malheureusement, elle semblait polluer l'atmosphère au quotidien, au point où l'on avait hâte que les choses prennent fin. Le dénouement appelé de tous les vœux. Avec l'Assemblée générale élective à Yamoussoukro, le débat s'achève avec l'avènement d'un nouveau président. Idriss Yassine Diallo, 61 ans, bien connu du milieu pour avoir déjà été vice-président de la fédération dans différents comités directeurs par le passé. Il prend les rênes. Il est élu pour un mandat de 4 ans. Et il est le président de tous, ses propres partisans et l'autre moitié qui a voté son adversaire, Sori Diabaté. À ce titre, il devra s'atteler à rassembler une famille fortement divisée jusqu'à ce samedi 23 avril de l'an 2022, date de son élection. La tâche est énorme, mais elle reste surtout exaltante dans un contexte où il est question d'un retour à l'ordre après une mise sous tutelle suffocante qui ont fait perdre beaucoup à notre football, qui retrouvera enfin, on l'espère, le grand soulagement. Juste un avis, Konaté Idriss, à lundi prochain, même heure. Allez, merci messieurs, je rappelle le résultat, le LIS qui bat l'UAC Bassam 2-1. Et puis les éléphants au niveau de l'UFOA qui ont eu raison hier du Niger, 1-0. On aura le résultat face au Togo. Merci Auria pour le retour, merci également à Amadou Bané.